99.4, bienvenue sur les ondes de Pastel FM et Pastel FM TV. Julien Talpin, bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un ouvrage, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane, avec vos collègues Olivier Estève, professeur des universités, spécialiste du monde anglophone, de l'ethnicité et de l'immigration. Alice Picard est une enseignante agrégée en sciences économiques et sociales, chercheur associé au laboratoire des Arènes. Et vous-même, directeur de recherche au CNRS, du laboratoire du CERAPS à l'Université de Lille, spécialiste des questions de discrimination, du racisme et de l'engagement dans les quartiers populaires, avec un titre comme celui-là, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, à qui vous adressez-vous ? Bonne question. On s'adresse à l'ensemble de la société française. D'une certaine façon, on a parfois tendance à restreindre les questions de racisme, de discrimination à ceux et celles qui les vivent. Et c'était l'objet de notre livre, au fond, c'était de recueillir les témoignages, le vécu de Français de confession musulmane pour donner à voir, visibiliser la violence ordinaire de l'islamophobie et des discriminations qui traversent la société française aujourd'hui et qui conduit un certain nombre de personnes à quitter la France. Et si on voulait visibiliser ces phénomènes, c'est aux yeux de celles et ceux qui ne les connaissent pas ou ont tendance à les nier parfois. Et donc à la France blanche, à nos gouvernants également, qui n'ont pas toujours conscience au fond de la violence, des polémiques à répétition et des discriminations que subissent nos concitoyens musulmans. Vous le dites en introduction, ce livre, il arrive après une série d'ouvrages sur les questions de discrimination. Vous ne pensiez pas travailler sur ce sujet. C'est en enquêtant, en interviewant des personnes, entre guillemets, issues de l'immigration post-coloniale, que la question arrive sur la table en disant « j'ai quitté, je voudrais quitter ». Comment en êtes-vous arrivé, avec Olivier Estève et Alice Picard, à penser la genèse de cet ouvrage ? Alors on peut dire qu'il y a deux ou trois raisons en fait qui sont liées. Effectivement, on avait un ensemble de signaux faibles, on peut dire, qui nous laissaient penser que ce phénomène de départ de la France pour mettre à distance les discriminations augmentait. Moi qui travaille de longue date dans les quartiers populaires, sur les expériences de racisme et de discrimination, c'était un discours qui revenait souvent, en fait, des gens qui avaient l'idée, le projet, parfois le fantasme un peu du départ à l'étranger face à une ambiance devenue délétère en France pour les musulmans. Mais on manquait en fait d'enquêtes un petit peu systématiques. Dans mon ouvrage précédent qui s'appelait L'épreuve de la discrimination, on avait travaillé un peu sur les villes de Londres et de Montréal où on travaillait, on avait mené une enquête notamment sur l'expérience du racisme, mais pour les Anglais et les Canadiens dans ce contexte-là. Mais on avait rencontré des Français expatriés déjà en Angleterre et au Canada, mais c'était que quelques personnes. Et donc avec Olivier Estève, Alice Picard, puis un ensemble d'autres collègues qui ont contribué de façon ou d'autre à un moment de cette enquête, qu'a donné ce livre, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, on s'est dit il faut objectiver le phénomène, mener une enquête systématique et la plus sérieuse possible sur cette question. Et donc on a lancé un questionnaire, une enquête quantitative. On a plus de 1000 personnes qui ont répondu. On a conduit 140 entretiens. Et donc, pour rendre compte d'un phénomène qui était jusqu'alors sous les radars. Est-ce qu'on peut dire que cette enquête, menée pendant plus de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, est un peu la suite logique du travail fait par l'INED dans l'enquête Trajectoire et Origine menée par Patrick Simon et toute l'équipe de l'INED? Est-ce qu'elle s'inscrit dans cette démarche scientifique ? Alors effectivement, au fond, l'enquête Trajectoire et Origine, qui a été la première grande enquête statistique pour démontrer l'ampleur des discriminations liées à l'origine qui traversent la société française, avec un échantillon de plus de 22 000 personnes, et alors qu'on refuse les statistiques ethniques en France, ils ont trouvé un moyen, d'une certaine façon, de démontrer de façon incontestable l'ampleur de ces discriminations. Nous, effectivement, on est un peu sur le coup d'après. C'est-à-dire, une fois que la question de la réalité des discriminations est démontrée et est un fait social incontestable, il est intéressant de voir ce qu'elle fait aux gens, au fond. Comment les gens la vivent et quelles en sont les conséquences sur les trajectoires de vie. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans cet ouvrage-là, en étudiant, au fond, les conséquences presque les plus dramatiques, qui sont que face à une situation qui paraît inextricable, face à une forme de résignation quant à la possibilité de réformer la société française traversée, travaillée par le racisme, la discrimination et l'islamophobie, les gens s'en vont. Parce que c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a plus grand-chose à faire et que la situation se détériore que les gens partent. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cet ouvrage et ce titre,
j'allais dire, un peu provocateur, mais qui a aussi son rôle. Vous pensez pouvoir convaincre ceux qui doutent encore qu'en France, il y a des discriminations, qu'il y a une islamophobie d'atmosphère, comme diraient certains, parce qu'il y a encore des gens qui se posent la question, non, tout ça n'existe pas, il n'y a pas de discrimination, l'islamophobie est un mot inventé par les mollahs. Est-ce qu'il y a une spécificité française sur ce sujet ? Alors convaincre, on l'espère, c'est pas évident. Déjà, je pense qu'on a quand même réussi à mettre un peu cette question à l'agenda. Le livre a bénéficié d'une bonne couverture médiatique jusqu'alors. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est quand l'ouvrage a été évoqué sur les ondes d'une chaîne qui n'est pas forcément très sensible à ces questions-là, comme BFM TV, qui, face à un témoignage d'une personne qui les appelait et qui a dû changer de prénom pour justement faire face aux discriminations et à l'islamophobie qu'ils rencontraient, et pour pouvoir trouver un emploi, les journalistes étaient bouche bée en fait. Ils ont été presque choqués, certains avaient les larmes aux yeux de la violence qu'avait subie cette personne, et qui est tout à fait à l'image des témoignages que nous on a recueillis et rassemblés dans ce livre. Et donc j'espère effectivement que donner à voir la violence ordinaire des discriminations et du racisme, ça peut ouvrir les yeux de certains et de certaines. Alors effectivement, on a du mal à regarder cette réalité en face en France. De façon générale, des discriminations racistes, on refuse les statistiques ethniques. Pendant longtemps, on pensait que les discriminations raciales étaient essentiellement liées à l'adresse de résidence, par exemple. Aujourd'hui, on a tout un ensemble d'études qui montrent que ce n'est pas le cas. Mais encore plus difficile, au fond, à accepter, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des discriminations religieuses et des discriminations qui touchent les musulmans. Et là, on est pas mal attaqué ces derniers jours autour de cet ouvrage. On nous renvoie une partie de l'extrême droite, c'est notamment qu'au fond, les gens l'auraient bien cherché. Si les femmes qui portent un foulard veulent trouver un emploi, elles n'ont qu'à retirer leur foulard. Or, ce discours-là, en fait, il est juridiquement inexact, en fait. Il est aujourd'hui légal, théoriquement possible de travailler dans tout un ensemble d'entreprises ou de secteurs d'activité avec son foulard. En droit, sur le papier en tout cas, le problème, et je prends l'exemple du voile ici, mais c'est vrai pour toutes les formes d'expression, on peut dire, de la religiosité, le problème c'est que malgré cette possibilité légale, les personnes de confession musulmane sont confrontées à une multitude de discriminations qui jusqu'alors ne suscitaient pas beaucoup de réactions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du bouquin, peut-être une dernière question un peu plus générale. Est-ce que le fait que ce soit Olivier Estève, Alice Picard et Julien qui écrivent ce bouquin ou cette enquête, si ça avait été Mohamed, Marwan et Mouloud, est-ce qu'il y a une différence de traitement? Alors c'est une bonne question, et on la pose d'ailleurs dans l'introduction je vous la pose. On la pose dans l'introduction du livre. Ce qui est sûr, en fait, c'est que c'est plus facile pour nous. En fait, quand bien même on subit des attaques de la part de l'extrême droite en particulier, je pense qu'elles auraient été encore plus violentes si ce livre avait été écrit par des collègues comme Abdelali Hadjat ou Marwan Mohamed, qui ont beaucoup travaillé sur l'islamophobie, par exemple, où on les aurait accusés encore davantage d'être biaisés, d'avoir un regard non scientifique ou militant de par leurs origines ou leur nom de famille. Et à certains égards, en fait, les personnes qu'on a rencontrées pour le livre dans le cadre de cette enquête nous ont presque remerciés justement de s'emparer de ce sujet-là sans être directement concernés par le phénomène, précisément parce que ça pouvait contribuer, et c'est un peu dramatique d'une certaine façon, à rendre le sujet plus légitime parce que il est abordé, traité par des personnes qui ne sont pas directement concernées. Donc il est possible que la réception bénéficie en fait de qui a écrit ce livre, et c'est au fond presque un signe aussi du problème qu'on essaye de mettre sur la table. Au fond, il devrait être possible pour tout un chacun de s'emparer de ces questions-là, quelles que soient ses origines. Très bien, on va rentrer dans le bouquin. Je rappelle, édition du Seuil, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane. 300 pages, conséquent. J'imagine que c'était un travail laborieux. Toute une équipe autour de cet ouvrage qui a travaillé avec vous. Vous les remerciez à la fin du bouquin. Mais peut-être présenter le bouquin qui se présente en 5 grands chapitres, j'allais dire, avec une conclusion. Mais sur la méthode des enquêtés, vous lancez un premier jet dans les réseaux, entre guillemets, militants de lutte contre les discriminations, contre l'islamophobie, pour un questionnaire
Et puis là, tout de suite, c'est des centaines de réponses. Est-ce que vous y attendiez ou pas? Est-ce que ça vous a surpris? Alors effectivement, on a été surpris de l'ampleur, presque de l'engouement qu'a rencontré notre enquête. On a effectivement plus de 1000 personnes qui ont répondu à notre questionnaire, à notre appel à témoignages, ce qui nous permet d'avoir une étude statistique assez rigoureuse. On a effectivement diffusé le questionnaire sur Mediapart, sur les réseaux sociaux. Il a été repris et circulé auprès d'influenceurs musulmans, on peut dire, et y compris de réseaux militants. On nous le reproche aujourd'hui, mais en fait le questionnaire et l'appel à témoignages a circulé beaucoup plus largement parce qu'on s'est rendu compte, en fait, dans le cadre de l'enquête, qui avait on pourrait dire, une organisation aussi de cette diaspora française musulmane. Il y a par exemple un groupe des Français de Londres ou de Dubaï ou de Montréal, voilà, parce que c'est pas facile de quitter son pays, de s'installer dans un nouvel environnement, et donc les gens se passent des coups de main, comme les Auvergnats de Paris. Mais bien sûr, mais moi qui ai vécu par exemple plusieurs années aux États-Unis, il existe des réseaux de cet ordre-là dans toutes les communautés, j'ai envie de dire, et donc c'est la chose la plus naturelle du monde, et notre questionnaire a aussi pas mal circulé dans ces espaces-là, et ce qui permet au fond effectivement d'avoir un beau ton de réponse qui était important pour asseoir scientifiquement cet objet-là. Et on a été surpris effectivement les gens étaient très très partants en fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois il y a une forme de méfiance par rapport aux enquêtes de sociologie, à quoi ça va servir, est-ce que mon anonymat sera véritablement respecté, etc. Et là, même depuis la sortie des livres, on ne cesse de recevoir des messages, des mails, des messages sur les réseaux sociaux, au fond, pour des gens qui souhaiteraient de nouveau témoigner, tant ils se sentent concernés par la question qu'on aborde dans le livre. Alors, dans le premier chapitre, vous parlez peut-être de la fuite silencieuse d'une élite minoritaire. Est-ce que vous pouvez dresser le profil, entre guillemets, de ces Français qui ont quitté le territoire national pour d'autres pays, pas forcément les pays d'origine, mais aussi des pays limitrophes? Le profil type. Alors, un des éléments qui nous a le plus surpris, probablement, c'est le fort niveau de diplôme des gens qui sont partis. Clairement, on a affaire à des gens, presque on pourrait dire surdiplômés. 53% des répondants à notre questionnaire ont au moins un bac plus 5. Certains ont des doctorats, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une élite minoritaire. C'est des gens qui sont plutôt d'origine populaire, mais qui ont connu une trajectoire d'insertion scolaire très forte, qui ont fait des grandes écoles, des prépas, etc. Et qui, à un moment, vont être confrontés à des discriminations, notamment à l'entrée sur le marché du travail, et vont avoir du mal à trouver un emploi à la hauteur de leur diplôme. C'est des gens aussi qui sont plutôt jeunes, en fait, entre 25 et 40 ans. Voilà, c'est le moment de l'entrée sur le marché du travail, souvent, qui est vécu le plus difficilement. C'est aussi des gens qui ont des enfants, en fait, bien souvent. Pas tous, mais puisque une des raisons de leur départ, qui revient pas mal, c'est aussi de prémunir leurs propres enfants des discriminations qu'ils ont subies. Avec l'idée que, précisément, on a connu une trajectoire d'insertion sociale, et c'est pour que ces enfants puissent aussi faire des bonnes études et puis ne pas être confrontés au racisme, aux discriminations comme on a pu en faire l'expérience soi-même. Et donc le départ à l'étranger vise aussi cela. Autre élément qui nous a un peu surpris, c'est que quand bien même les gens qui ont répondu à l'enquête sont assez religieux, c'est une facette importante de leur identité, l'islam, un certain nombre d'entre eux et elles font le ramadan, effectuent leurs prières, certaines des femmes portent le voile, mais c'est loin d'être la totalité. Il y a une très grande diversité de rapports à la religion et à l'islam. Une des critiques qu'on nous a adressées récemment du côté de la fachosphère, c'est au fond, c'est des intégristes qui partent et bon débarras. Quand bien même, moi je crois qu'on a le droit d'être conservateur encore dans ce pays, et il y a tout un ensemble de religions qu'on n'embête pas à l'égard du conservatisme, mais c'est pas exactement le profil des gens qu'on a rencontrés. Il y a des gens pour qui, au fond, l'islam est presque simplement une pratique culturelle, on peut dire, mais ils ont un rapport à la fois assez distancié. Puis à l'inverse, on a des gens qui sont effectivement très pratiquants, et donc il y a une diversité, en tout cas, des rapports à l'islam, qui fait que dans les destinations qui sont choisies, là aussi grande diversité. On a rencontré des gens vraiment aux quatre coins du monde. Les pays qui reviennent le plus souvent, c'est l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, le Maroc et les pays du Maghreb reviennent pas mal, et puis Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Mais les pays à majorité musulmane ne sont pas les destinations favorites. Un certain nombre de personnes partent là-bas, mais on retrouve plus de monde dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord.
Ou des fois nos pays limitrophes, comme nous dans le Nord, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, qui se trouvent à côté de chez nous. Absolument. On pourrait en fait croire que les gens cherchent absolument un environnement multiculturel, type Angleterre, États-Unis, Canada, où le pluralisme religieux et la tolérance religieuse sont plus importants. C'est pour partie vrai, mais pas toujours en fait. C'est-à-dire que quand on part au Luxembourg, en Suisse ou en Belgique, c'est aussi parce que c'est pas trop loin, c'est peut-être moins compliqué que de partir à l'autre bout du monde. Et le contexte n'est pas forcément si différent que ça de la France, mais les gens sont quand même étonnamment surpris de l'atmosphère, au fond, quand même assez significativement différente par rapport à la France. En proportion, il y a autant d'hommes que de femmes ? À peu près, ouais. Il y a un petit peu plus d'hommes en fait qui ont répondu à l'enquête quantitative. On a compensé avec le qualitatif. Bon, c'est dur d'avoir notre enquête n'est pas représentative de tous les musulmans en fait qui partent à l'étranger parce qu'en fait on n'a pas de chiffre officiel en fait concernant cette question-là et donc nous notre enquête a une dimension exploratoire et qui visait à mettre le sujet sur la table, mais c'est effectivement à peu près équivalent et ce d'autant plus qu'il y a beaucoup de couples mariés qui partent comme je le disais, donc les hommes et les femmes sont représentés. Ouais. Est-ce que dans votre enquête, vous incluez ce qu'on appelle les expats qui peuvent travailler pour des ministères, que ce soit aux affaires étrangères, éducation nationale? Est-ce que dans vos enquêtés, il y a des expatriés? Alors, un certain nombre ont le statut d'expatriés. Après, vu le profil des gens qu'on a rencontrés, en fait, c'est pas le cas majoritaire. Ouais. En fait, on a beaucoup de gens qui sont plutôt issus d'écoles de commerce, du monde de la finance, un peu des ingénieurs. Donc, c'est plutôt quand même des profils du privé, pour le dire comme ça, qui vont travailler dans des grandes entreprises, même si on peut aussi avoir des gens qui ont le statut d'expat. Vous parlez aussi des gens qui sont issus des classes populaires de familles issues de l'immigration, pour une partie d'entre eux. Ça, c'est aussi un truc révélateur. Mais vous parlez aussi des convertis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces Français de souche, entre guillemets, et pas de branche, comme dirait l'autre? Moi, ça m'a un peu surpris. Alors nous aussi, le nombre de convertis est assez important en fait parmi les gens qui ont répondu à l'enquête. Plus de 10% en fait des gens qui ont répondu sont des convertis, donc blancs effectivement. Et la façon dont on analyse ça, et on a tout un ensemble de témoignages dans le livre, c'est que d'une certaine façon, pour les convertis, l'expérience de l'islamophobie est presque encore plus choquante et violente. J'ai envie de dire que, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre, en fait on retrace toute la trajectoire des personnes depuis l'enfance jusqu'à leur départ et leur expérience à l'étranger. Quand on est descendant de l'immigration postcoloniale, on a presque l'habitude, au fond, des formes d'altérisation, de discrimination, de racisme. Ça fait partie de son quotidien. C'est dramatique de dire ça, mais on n'est plus véritablement surpris, quand bien même ça peut continuer à blesser, ça peut continuer à être violent. Ce que nous disent les personnes converties, c'est ça a été une gifle pour elles. Au fond, se convertir à l'islam, c'est perdre le privilège de sa blanchité. C'est découvrir ce que c'est que d'être un arabe en France, pour le dire comme ça. Et donc, c'est extrêmement violent. Et ce qui peut expliquer, en fait, que, au regard de la violence de ces expériences-là, les gens font davantage que les autres le choix de partir à l'étranger et nous disent que c'est beaucoup plus tranquille et facile pour eux dans les autres pays. Peut-être, alors sur les deux autres chapitres qui abordent la question du partir, pourquoi et comment, de la galère de l'embauche, les gens qui partent la plupart du temps ont des réseaux ou pas forcément. Ceux qui partent dans des pays d'origine forcément ont plus de réseaux que d'autres. Mais je vais prendre l'exemple du Canada où les gens partent, n'ont quasiment pas de réseau sur place. Comment se passe, entre guillemets, l'intégration dans ces pays où on n'a pas forcément de lien ? Alors c'est une bonne question qu'on a essayé de poser effectivement aux enquêtés. Et voilà, c'est tout l'enjeu du livre, c'est de se dire que c'est quand même pas rien de quitter son pays en fait. Bien sûr. Et les gens nous font part au fond du caractère douloureux, amer. Les gens partent à regret, puis c'est coûteux en fait de partir, coûteux dans tous les sens du terme, à la fois affectivement. On met à distance sa famille, ses amis, la ville où on a grandi. Puis c'est aussi coûteux financièrement en fait. Ça veut dire partir un peu à l'aventure, partir dans un pays où on n'a pas encore de travail, de maison, et donc ça a un coût financier, ce qui explique aussi que les gens qui partent sont souvent des gens qui ont des ressources financières en particulier et qui peuvent se permettre de prendre ce risque, pour le dire comme ça. L'arrivée à l'étranger, souvent, c'est un petit peu compliqué. Ça
prend du temps, en fait, en tout cas, de trouver ses marques. Mais ce qui ressort quand même fortement, c'est combien les gens sont contents. Voilà, on était surpris aussi de ça. C'était une des questions de notre questionnaire. 90% des gens n'envisagent pas de rentrer en France, à la fois parce que leur situation matérielle, objective s'améliore. Ils trouvent un boulot à la hauteur de leur diplôme. Souvent, ils ont une progression de carrière qui est assez rapide. Puis ils nous font part aussi de l'amélioration de leurs conditions, matérielles. C'est des gens qui ont un profil assez libéral en fait, et donc qui, voire peuvent être un peu show-off pour le dire comme ça, mais qui nous parlent de leur voiture, de leur maison, etc. Et ce d'autant plus qu'ils vivaient comme une forme de violence symbolique aussi, le fait de, malgré leur diplôme, de pas réussir à avoir de boulot à la hauteur de leurs espoirs. Et donc tout ça fait qu'ils sont contents, au fond. Ils sont enfin reconnus dans leurs compétences professionnelles. Et puis ils sont contents aussi parce que l'ambiance n'est pas la même. Voilà, il y a beaucoup moins cette surfocalisation sur l'islam. Ils sont moins assignés en permanence à cela. On les voit enfin comme français. Voilà, ça c'est un truc qui revient beaucoup parce que dans des pays anglophones, ils ont un accent français. Ils ont aussi tout un ensemble de traditions. Ils mangent du fromage, ils cherchent des baguettes, etc. Ils nous parlent beaucoup de la bouffe, en fait. Voilà, et donc, ils sont français. Ils s'en rendent bien compte, peut-être d'autant plus que dans le regard des autres, ils sont enfin perçus... comme des Français. Comme des Français. Et donc, voilà. Donc c'est quand même terrible de devoir quitter son pays, sa famille, ses amis, son quartier, sa ville, pour se sentir français à l'étranger. Et le titre du chapitre 4, c'est « Enfin, je respire ». C'est-à-dire qu'ici, il y avait quelque chose de l'ordre de l'irrespirable. Alors effectivement, c'est revenu fortement dans les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est les effets de cette ambiance, en fait. Notamment depuis les attentats de 2015, en fait, qui est devenue très, très pesante et très lourde pour les musulmans. C'est que d'un côté, il y a les discriminations directes, notamment sur le marché du travail, qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de boulot à la hauteur de ses compétences. Mais au-delà de ça, en fait, il y a le sentiment qu'on est en permanence scruté, observé. On se prend aussi tout un ensemble de micro-agressions. Des insultes, on se fait traiter de Ben Laden ou de barbu, des femmes voilées qui nous racontent se faire cracher dessus quand même, c'est pas tout à fait rien, ou se faire insulter dans le bus ou dans les transports en commun, tout un ensemble de petites choses qui mine de rien sont quand même extrêmement violentes, et donc tout ça, quand on inscrit ça aussi dans le contexte médiatique, qui est aussi particulièrement pesant, CNews, les chaînes d'infos en continu, on a conduit notre enquête en 2021, 2022, au moment où on parlait beaucoup d'Éric Zemmour, qui est revenu beaucoup dans les entretiens, et donc ça fait partie de cette ambiance oppressante où on a le sentiment, en tant que musulman, d'être en permanence au cœur de l'actualité, alors qu'on voudrait juste pouvoir vivre sa vie tranquillement et avoir un rapport à la religion tout à fait banal et normal. C'est vrai qu'en revenant dans l'espace-temps, la campagne présidentielle a été quand même bien puante. Ouais, alors je suis pas sûr qu'on aille vers le mieux de ce point de vue-là. On a le sentiment quand même, et les personnes qu'on a rencontrées nous font part aussi de ces projections, l'arrivée possible de l'extrême droite au pouvoir en France, qui les inquiète et qui les incite pas à rentrer en France. Mais déjà, la dernière élection présidentielle, effectivement, a été très centrée sur les questions d'insécurité, d'immigration et aussi d'islam. Avec Zemmour, Marine Le Pen, une partie de la droite qui font de ces enjeux-là des enjeux fondamentaux, alors qu'il y aurait peut-être d'autres questions à mettre au cœur du débat public. Peut-être sur le rapport ambivalent à la France dans le dernier chapitre de votre ouvrage, les identifications paradoxales, comme on vient de le dire, une francité un peu contrariée. Malgré tout le monde ne pourra pas partir, tout le monde ne peut pas partir. Ceux qui restent, ils font quoi ? C'est une vraie question, et c'est la majorité, évidemment. Alors, déjà, nous, on essaye dans le livre de ne pas rabattre ce phénomène d'expatriation à ses dimensions économiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une fuite des cerveaux qui, probablement, a des coûts pour l'économie française. C'est tout un ensemble de secteurs en tension dans l'économie française qui perd une main-d'œuvre qualifiée. C'est des gens qui ont été formés à l'école publique, à l'université en France, qui ne vont pas nourrir l'économie française. Mais le problème est plus profond. Le problème, il est aussi civique,
et politique, c'est-à-dire que d'un côté, c'est tout aussi une diversité de regards dont la société française se prive, et puis c'est aussi potentiellement des militants associatifs, des représentants communautaires, des porte-parole de la communauté musulmane en particulier qui s'en vont, et ce d'autant plus que c'est des gens qui sont bien formés, ont l'habitude de prendre la parole, et ça c'est véritablement problématique, je crois, face à l'ampleur des discriminations, du racisme dont on fait part dans le livre, il y a besoin qu'on puisse s'organiser collectivement et porter la parole des premiers concernés. Et là, c'est aussi des représentants, en fait, potentiels qui partent. C'est peut-être l'Obama de demain, même si on peut avoir un regard un peu critique sur la présidence de Barack Obama aux États-Unis. Mine de rien, qu'un président noir ait été élu dans ce pays, ça représentait quelque chose après des décennies d'esclavage et de ségrégation. Voilà, on aurait peut-être besoin quand même de diversifier nos élites aussi en France. Et là, c'est aussi ça qu'on perd d'une certaine façon. Et d'ailleurs, les gens qu'on a rencontrés en ont bien conscience. Et ils partent un peu avec mauvaise conscience. Le sentiment de laisser derrière eux leurs proches, leurs frères, leur communauté. Alors ils essayent de contribuer un peu à distance et ils nous disent il faut continuer d'une certaine façon à se battre. Et puis depuis la sortie du livre, on a aussi tout un ensemble de gens qui témoignent et qui nous disent vous pointez là un phénomène qui est réel et préoccupant, mais nous on lâchera pas l'affaire en fait. Nous on va continuer à se battre pour l'égalité des droits, on partira pas, même si c'est souvent très coûteux. Et justement, peut-être pour revenir sur la centralité de la France sur ce sujet, je l'ai posé tout à l'heure, mais est-ce que c'est une exception française ? Est-ce que c'est une obsession française au regard de ce qui se passe là, chez nous, en Europe ? On est à la veille des élections européennes, le 9 juin, là, dans quelques semaines. Est-ce que la France est une exception dans ce domaine-là, où les autres pays européens ressemblent à ce qui se passe chez nous ? Alors la France est une exception dans un contexte global d'islamophobie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas quand même minimiser la dimension un peu internationale de ces phénomènes-là. Et l'islamophobie, depuis le 11 septembre 2001, pour le dire comme ça, touche tous les pays, en particulier les pays du Nord. Voilà, on se souvient du Muslim ban, par exemple, de Trump à partir de 2016. En Angleterre, alors, ça touche plutôt les personnes d'origine pakistanaise ou du sous-continent indien. Voilà, l'islamophobie est également très importante dans tous les pays d'Europe. Pensons à l'Allemagne, pensons à l'Italie. Il y a tout un ensemble d'affaires. Il y a un phénomène un peu global. Malgré tout, il y a une spécificité française, ne serait-ce que sur le terme d'islamophobie, qui est un terme en fait qui est reconnu partout à l'échelle internationale, aussi bien parmi les chercheurs, ça ne fait pas débat, que au sein des organisations internationales, y compris des gouvernements nationaux. C'est un terme, par exemple, qui a été employé il n'y a pas si longtemps par Trudeau, le Premier ministre canadien, qui est pourtant quelqu'un d'assez centriste, assez souvent comparé à Emmanuel Macron. Or, en France, on refuse ce terme-là. Encore récemment, le ministre de l'Intérieur avançait que le terme d'islamophobie était une arme utilisée par les frères musulmans pour imposer la charia et islamiser la France. Ce qui est une erreur factuelle, c'est au fond une forme de fake news et de complotisme qui vient de tout en haut, ce qui est un peu problématique. Et donc voilà, déjà le refus de qualifier le phénomène comme le font les autres, est assez spécifique au contexte français. Après, nous, ce qu'on défend dans le livre, c'est que il faut pas non plus uniquement se surfocaliser sur le terme, même si c'est un terme qui est employé par les enquêtés, qui est reconnu par les chercheurs dans le monde entier, donc on le reprend, mais parfois on a trop tendance en France à se focaliser sur le terme plutôt qu'à ses conséquences réelles sur la vie des gens, et c'est ça qu'on essaye de faire dans ce livre, c'est de donner à voir ce que vivent les personnes et ce qu'on entend par islamophobie, le fait de ne pas progresser professionnellement parce qu'on se dit que les musulmans ont des valeurs différentes de nous, les Français, et donc que ça va créer des problèmes dans la sphère professionnelle ou qu'on ne pourra pas travailler avec une fille qui porte un voile. L'islamophobie, c'est toutes ces discriminations directes et puis toute cette stigmatisation ordinaire, l'association des musulmans aux terroristes ou toutes ces petites insultes ou vexations au quotidien dont nous ont fait part les gens. Et ça, on le retrouve partout, mais il y a une intensité particulière et un refus de s'attaquer à ce phénomène-là en France. Alors pourquoi cette exceptionnalité française ? Il y a évidemment
l'histoire. Alors je crois que c'est pas tant l'histoire de la laïcité en fait. On a souvent tendance à rabattre ça là-dessus. C'est l'histoire de l'anticléricalisme français qui est réel, qui fait que la société française est quand même un peu plus sécularisée que les autres sociétés européennes par exemple, et donc qui voit la religion d'un mauvais œil. Néanmoins, moi je crois qu'on peut pas traiter toutes les religions de la même façon. Et si la religion catholique a été assez durement réprimée au début du XXe siècle pour permettre l'épanouissement de la République, c'est aussi parce que le catholicisme était une religion dominante, en fait, a été aussi au pouvoir, on peut dire, à une époque. C'est pas du tout la même façon et on peut pas traiter de la même façon les religions minoritaires comme l'est par exemple aujourd'hui l'islam. Mettre sur un pied d'égalité des communautés religieuses et des croyances qui ont une histoire différente dans la République française est à mon sens problématique. Il y a quand même ce contexte-là qui explique cela, et puis il y a aussi quand même le fait que la France a été particulièrement touchée par les attentats terroristes. 2015 est un tournant important dans l'histoire dans l'histoire de France. Et je crois qu'a marqué les imaginaires, et ce qui est tout à fait légitime. Là où, à mon sens, on fait fausse route, c'est que on a eu tendance à penser depuis 2015, et quels que soient les gouvernants et les tendances politiques, que pour répondre aux attentats, pour éviter qu'ils ne se reproduisent, il faudrait taper sur toute forme d'organisation collective des musulmans. Et on a créé une sorte de continuum entre le port du voile et le terrorisme, quasiment avec cette notion de séparatisme, de djihadisme d'atmosphère qui n'a pourtant aucune base scientifique sérieuse. Je crois qu'on fait fausse route de ce point de vue-là en ne voulant pas reconnaître les discriminations que subissent les musulmans et en s'en prenant aussi à la société civile musulmane qui constitue à l'inverse, je crois, peut-être le meilleur rempart face au terrorisme. Alors, on parlait de la France hexagonale. Il y a des enquêtés qui ont quitté la France sans quitter la France, qui sont partis à l'autre bout du monde, à l'île de la Réunion en particulier, où on se sent plutôt bien quand on est français de confession musulmane, mais aussi en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer. Ça peut être à Mayotte, ça peut être dans les îles du côté de la Guadeloupe ou ailleurs. Comment expliquer cela, par exemple, sur l'île de la Réunion ? Alors effectivement, il y a une forme de pragmatisme en fait qui est quand même plus fort et de pragmatisme religieux, on peut dire, dans les dom-toms, très clairement. Alors, je pense qu'il y a un effet quand même de distance par rapport à Paris. Qui fait qu'ils sont un peu moins au cœur de l'actualité, ça passe un peu sous les radars. Pourquoi je dis pragmatisme ? C'est parce que d'une certaine façon, dans une île comme la Réunion en particulier, je crois qui est emblématique d'une certaine façon de la capacité, malgré tout, de la République française à composer entre les différentes identités et communautés religieuses, en fait, on était presque obligé, d'une certaine façon, au regard de la très grande diversité de ce qu'est l'île de la Réunion et le fait que y a des groupes religieux qui traversent toutes les strates sociales. Il y a beaucoup moins, d'une certaine façon, de ségrégation, même s'il y en a, en fait, que ça ne peut être le cas en France hexagonale. Et donc, on a toléré des choses qu'on n'accepte pas dans l'Hexagone, ce qui semble presque paradoxal face au fait qu'on nous rabâche en permanence que la République est une et indivisible. Moi, je crois qu'on aurait beaucoup de choses à prendre, en fait, du modèle réunionnais qui permet, au fond, une forme de pacification de ces questions-là. Le drame dans tout ça, c'est que tout ça, ça contribue à polariser la société, à créer des conflits, des tensions, et je crois qu'à l'inverse, ce serait probablement du rôle des pouvoirs publics, de l'État, de chercher à apaiser, plutôt que de séculariser au forceps une société où, de fait, les croyances sont présentes. Et peut-être pour finir sur, l'aspect plutôt économique ou de classe, on parle de l'île de la Réunion, c'est aussi une autre forme de classe sociale. Il y a aussi les origines en fonction des classes sociales. Et vous terminez en parlant d'une enquête une enquête de l'Institut Montaigne. Je rappelle qui est l'Institut Montaigne, c'est un think tank plutôt libéral de droite, on va dire ça comme ça pour résumer, qui a fait une enquête sur les questions de discrimination, qui confirme qu'il y a une réelle discrimination. Et malgré cette enquête réalisée par l'Institut Montaigne, ce gouvernement ou nos politiques continuent
à nier cette maladie, parce qu'il s'agit d'un cancer, entre guillemets, pour la République. La question de la discrimination ou du racisme à l'emploi ou au logement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'irrationalité, on peut se dire, à tolérer des discriminations qui coûtent cher à l'ensemble de la société. Et qui coûtent cher, y compris d'un point de vue économique. Voilà, France Stratégie, qui est un institut, au fond, d'analyse, qui est au service du Premier ministre, chiffré à 150 milliards par an le coût des discriminations à l'origine. C'est quand même pas rien, 150 milliards par an. Alors après, ce calcul est très difficile à faire en réalité et a été discuté. Ce qui est sûr, c'est que ça a un coût pour la société française et malgré tout, ça ne bouge pas. Alors pourquoi ça bouge pas ? Je crois que c'est parce que tout ça est très lié à une forme d'inconscient, peut-être colonial et postcolonial, qui est lié à l'histoire de France et qui fait qu'on a du mal à regarder ça en face. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'un côté, il faut des politiques publiques enfin sérieuses là-dessus, et quand même les choses ont un petit peu progressé ces dernières années, même si c'est très laborieux. La nouvelle plateforme en ligne du Défenseur des droits permet un recueil des plaintes qui est plus facile que par le passé. D'ailleurs, on a vu une augmentation du nombre de plaintes pour discrimination et discrimination à l'origine en particulier, qui est importante, et ça c'est important. Après, au-delà simplement des politiques publiques, parce que moi je crois qu'il faut à la fois recenser, il faut aussi peut-être sanctionner plus durement les auteurs de discrimination. Au fond, ça coûte pas très cher en France d'être reconnu comme victime de discrimination ou de racisme. Quand on compare par exemple aux sanctions aux États-Unis, c'est 10 fois plus important d'un point de vue notamment financier. Peut-être qu'il y a sanctionner plus durement pourrait aider. Après, au-delà de ça, moi je crois qu'il y a un enjeu, on pourrait dire symbolique. Ce que nous ont dit les gens qu'on a rencontrés pour ce livre, c'est combien ça faisait mal d'être traités comme des citoyens à part, des Français de seconde zone. Et je crois qu'il y aurait une responsabilité là des pouvoirs publics, des responsables politiques, à dire combien on peut être musulman et parfaitement français, on peut porter un voile et être parfaitement française, et dire au fond, vous êtes aussi la nation. Et donc c'est un peu bisounours de dire ça comme ça, mais je pense que les musulmans ont besoin d'amour au fond, d'être perçus, traités comme des Français comme les autres. Et là c'est le poids de la parole politique d'une certaine façon pour rappeler, dire ce qu'est la nation et la société française, et plutôt que de créer des divisions, des clivages, des frontières un peu imaginaires, rappeler combien la France, nécessairement par son histoire, est diverse. Je ne suis pas sûr, néanmoins, qu'on aille exactement dans cette direction. Malgré, entre guillemets, la réussite culturelle, sportive, cinématographique, dans tous les domaines possibles, imaginables, universitaires, il reste le pendant de la question politique et de l'engagement politique des Français de confession musulmane qui arrive sur la scène politique ces 20 dernières années. Je rappelle qu'en 1983, des jeunes Français issus de l'immigration, principalement issus des ex-colonies Algérie, Maroc, Tunisie et autres, marchaient pour l'égalité contre le racisme. 40 ans après, nous en sommes encore à demander plus d'égalité, moins de racisme. N'est-ce pas plus républicain que la République ? Je crois que c'est effectivement le message qu'il faudrait entendre. Au fond, ce que demandent les gens qu'on a rencontrés pour cette enquête, c'est que la République soit à la hauteur de ses idéaux et de sa devise. Des choses progressent difficilement. On a aujourd'hui, y compris des maires de grandes villes, comme Ali Rabeh à Trappes, Asdin Taibi à Astin, par exemple, et on a l'émergence d'une élite politique minoritaire, mais que c'est laborieux, que c'est difficile. Quand verra-t-on peut-être une élue portant un foulard, comme on peut le voir dans de très nombreux pays en Europe. En France, ça paraît quasiment inimaginable, alors que c'est pourtant parfaitement légal. Donc il y a du travail, et effectivement, dans les réponses à apporter à tous les problèmes qu'on évoque depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est probablement la réponse centrale, c'est l'engagement collectif, l'action politique, que ce soit dans le champ partisan électoral, mais aussi l'engagement associatif ou dans tout un ensemble
de mouvement. C'est comme ça qu'on pourra faire bouger les lignes, par l'auto-organisation. Toute la difficulté, et ça renvoie aux travaux que je mène actuellement sur la question des libertés associatives, c'est que c'est extrêmement difficile et coûteux de s'engager quand on est descendant de l'immigration postcoloniale en France, encore plus quand on est musulman. Et pourtant, il faut pas lâcher l'affaire. Et il faut réussir à imposer peut-être au forceps que des musulmans qui s'engagent dans l'espace public pour demander davantage d'égalité, ce ne sont pas des ennemis de la République, ce ne sont pas des fréristes qui veulent imposer la charia ou le séparatisme, c'est simplement des républicains qui demandent une égalité qui leur est due. Très bien, sur cette belle conclusion, on va se quitter, Monsieur Talpin. La France, tu l'aimes mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane aux éditions du Seuil, dans toutes les bonnes librairies. Peut-être un prochain numéro ? La suite ? Avec toutes les réponses qu'on a eues depuis et tous les témoignages, effectivement, on aurait largement matière à faire un deuxième livre. Au plaisir de vous recevoir. Merci. Merci. On rend l'antenne 99.4 en direct sur Pastel FM. Merci à Mohamed à la technique. Et on se retrouve bientôt sur les ondes de Pastel FM. Merci.